Bonjour, je suis François-Bernard Huyghe. Je suis docteur d'État en sciences politiques, habilité à diriger des recherches, directeur de recherche à l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, et en dehors de cela, par ma formation, plutôt de l'équipe des médiologues et de Régis Debray. Et j'écris un certain nombre de livres sur toutes les formes d'influence. C'est une notion large, hein. Le terrorisme aussi, c'est de l'influence. Et j'ai publié chez un excellent éditeur Fake News, Manip, Infox et Infodémie en 2021. Quel est le rapport entre la démocratie et la vérité ? Alors, la démocratie ne repose pas nécessairement sur une vérité absolue, mais la démocratie suppose le libre débat sur deux choses. La première, c'est ce qui est vraisemblable. Nous ne pourrons pas savoir la vérité absolue, on l'a bien vu au moment du Covid, où les certitudes scientifiques changeaient d'une semaine sur l'autre, mais nous pouvons nous mettre d'accord sur les choses qui nous concernent tous en tant que citoyens. Est-ce que cette puissance voisine nous menace, ou est-ce que le chômage monte ou descend, hein? Si on ne peut pas se mettre d'accord sur ce qui est vraisemblable, il est très difficile de débattre. Et puis il y a un deuxième temps où nous devons nous mettre d'accord sur ce qui est souhaitable. Est-ce que nous allons faire la guerre à cette puissance voisine, ou est-ce que nous allons distribuer du pain pour compenser le chômage? Donc, voilà, c'est ça la démocratie. Alors, évidemment, elle peut être faussée, la démocratie a été faussée depuis toujours par des dispositifs, des méthodes, des rhétoriques destiné à nous tromper sur ce qui est vraisemblable ou véritable et sur ce qui est souhaitable. Alors, pendant des siècles, alors ça existe depuis toujours, ça, hein, voilà. Pendant des siècles, ces méthodes étaient plutôt les méthodes de l'État. Hein. L'État avait le secret, l'État pouvait exercer la censure, il pouvait interdire certaines formes d'expression ou de recherche de la vérité, et puis il avait un dispositif pour ça. Donc l'État pouvait contrôler les journaux, prendre des lois sur ce qu'on avait le droit de dire ou pas, par exemple les lois dites scélérates de 1887-1894 contre la propagande anarchiste qui troublait l'ordre public. Donc on a appris à se méfier de l'État, surtout quand l'État se dote de moyens de propagande pour entrer dans chaque cerveau, voire quand il contrôle la langue qu'on a le droit d'employer. On a connu ça, c'est un peu le modèle de 1984 d'Orwell. Donc ça, on a appris à se méfier du mensonge d'État qui vise à rendre le citoyen incapable de se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Nous allons de succès en succès, nos armées avancent vers la victoire, bobards de guerre, bobards politiques, on connaît bien ça. Évidemment, le pouvoir de contrôle de l'État, il peut être menacé par d'autres États. Je veux dire par là qu'on peut utiliser des agents d'influence pour répandre chez le rival ou l'adversaire des informations qui vont le déstabiliser ou déstabiliser le gouvernement. C'est pas nouveau, ça c'est beaucoup connu sous Napoléon, où les Britanniques faisaient pénétrer des brochures racontant les pires horreurs sur l'ogre corse. Ça s'est évidemment énormément développé avec les moyens de communication de masse, et le thème de la désinformation a été très très puissant pendant la guerre froide. Hein. Il y a eu donc c'était dans l'idée que les soviétiques en quelque sorte intoxiquaient ou instillaient dans les médias occidentaux libres de fausses informations, par exemple que le virus du sida, HIV, avait été fabriqué dans un laboratoire de la CIA. Donc on a eu l'habitude d'avoir ce genre d'ingérence de pays à pays, y compris avec des agents d'influence, Prinani Agent en russe, comme dans les très bons livres de Vladimir Volkov.
Alors, le peuple, qu'est-ce qu'il pouvait faire pendant ce temps-là? Il était souvent en proie aux rumeurs. Mais la rumeur, une information, alors disons, ça peut être sur qui est responsable de la peste, quelle est la sexualité de Marie-Antoinette ou d'un candidat à la présidence. Et la rumeur, elle se répandait de façon un peu anarchique, bidouillée, au bistrot typiquement. Je sais de sources sûres que le président, tous les samedis soirs, va faire ça, etc. Ce qui s'est produit avec les nouvelles technologies, disons les réseaux, c'est que nous pouvons tous être propagandistes, falsificateurs ou des informateurs ou manipulateurs à notre tour. Parce que c'est en quelque sorte le mensonge qui s'est démocratisé. Il s'est démocratisé et il s'est accéléré. Le facteur temps est très important. Alors, nous pouvons produire des fakes, vous et moi, avec un petit cours de formation à un logiciel, nous pouvons produire des photos truquées d'un homme politique ou autre. Nous pouvons également, avec des moyens bien moindres, attirer l'attention des autres, distribuer cette information trompeuse ou douteuse. Si nous ouvrons un compte Facebook ou Twitter, théoriquement, je dis bien théoriquement, nous pouvons toucher des millions de gens. Il suffit de trouver les accroches, de bien être répertoriés par les moteurs de recherche, d'attirer une communauté, mais nous pouvons attirer théoriquement l'attraction de millions de gens sans nous acheter un journal pour gagner les élections comme Orson Welles dans Citizen Kane. Et en fait, et troisième élément, il y a une réceptivité nouvelle. Chacun peut aller choisir sur ses réseaux sociaux, je dirais, sa version de la réalité. Est-ce que nous ne vivons plus vraiment dans la même réalité? Donc chacun peut aller choisir les thèses qui lui plaisent ou les affirmations, les photos, même demain les deepfakes avec des images animées de très grande qualité qui vont lui confirmer ce qu'il croit et le renforcer dans ses préjugés idéologiques. Alors, le résultat de tout ça, c'est que nous vivons constamment dans la guerre du vrai ou la guerre du faux, comme vous préférez. Prenons un exemple de ce matin. Nous savons qu'il se passe des événements politiques importants au Canada, que des milliers de camions, certains venant des États-Unis, vont bloquer Ottawa, qu'il y a énormément de manifestants, on dirait un peu que ce sont leurs gilets jaunes à eux, et il semblerait que Justin Trudeau ait quitté Ottawa. Certains disent même qu'il s'est enfui, et lui dit qu'il a le Covid-19, etc. Eh bien, on voit très vite sur les réseaux sociaux qu'il va y avoir un tir d'informations contradictoires dans les deux sens. Il va y avoir des informations fausses, et probablement volontairement fausses, disons en faveur des truckers, hein, des camionneurs. Par exemple, des photos prises en Russie en 2019 de foules immenses, ou des photographies mal légendées, reprises d'autres grands camions, du grand trajet de camions, et certains disent que c'est le record Guinness Book du plus grand convoi de camions de tous les temps. Bon, ces images sont fausses parce qu'il y a des services de fact-checking qui ont très vite repéré l'image, et même sur Google on peut le faire très facilement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a réellement des milliers de camions qui vont à Ottawa et que c'est un événement politique très important. De la même façon, que veulent ces camionneurs? Je trouve qu'on est assez mal informé en France par les grands médias là-dessus, et on voit apparaître quelques-uns qui se baladent avec des insignes douteux, soit de suprématistes, soit de sudistes. Il y en a probablement qui sont partisans de la conspiration de Qanon, et d'autres qui doivent croire aux extraterrestres. Ça, c'est possible. Et Justin Trudeau, d'ailleurs, a dénoncé cette revendication sociale
comme un truc d'homophobes, féminophobes, grossophobes, racistes, etc. Il y en a très certainement parmi ces milliers de gens, mais leurs revendications ne portent pas là-dessus. Et si je vais dans la rue, je vais probablement croiser aussi des homophobes, féminophobes, grossophobes, racistes. Donc on voit que immédiatement, il y a une bagarre, et ça part dans les deux sens, hein, bien entendu. Il y a une lutte sur les réseaux sociaux pour établir ce qui se passe vraiment, si bien qu'on aboutit à ce paradoxe. Nous avons des sources d'informations infinies. D'abord, il y a je ne sais pas combien de chaînes d'information continues, les journaux doivent quand même commencer à en parler aujourd'hui, et si je veux, je peux probablement aller sur des réseaux sociaux de pro-Trudeau et de pro-camionneurs. Un des problèmes, c'est que tout ça prendrait un temps monstrueux et un effort mental pour juger de si cette photo est truquée ou pas, ce que pensent ces gens. Tant et si bien que la surinformation, la disponibilité de toutes ces informations aboutit ou à la désinformation, je me fais tromper par quelqu'un pour des raisons idéologiques, économiques ou autres, ou simplement à la mésinformation, c'est-à-dire à ce chaos d'informations contradictoires. Alors, le mensonge existe depuis toujours. Hein. Le philosophe Karl Popper disait « l'homme est un singe menteur ». C'est d'ailleurs ce qui est vrai. D'ailleurs, nous sommes le seul animal qui puisse mentir et mentir collectivement sur ce qui se passe réellement. Alors donc, le mensonge a apparu tout l'histoire. Mais on s'est affolé, en quelque sorte, en 2016. La preuve, c'est que des mots comme « post-truth »,« fake news »,« disinformation » commencent à monter en flèche parmi les mots les plus utilisés dans le Oxford Dictionary, etc. Évidemment, quand quelque chose se passe outre-Atlantique, ça arrive très vite en France après. Donc il y a eu des événements en 2016 qui ont fait qu'il y a eu cet affolement autour des fake news, du complotisme, etc. Ce sont des notions différentes d'ailleurs, on reviendra là-dessus. Il y a l'élection de Trump. L'élection de Trump qui, d'une part, ne cesse pas d'accuser ses adversaires, on va dire, les médias dominants, bien pensants, démocrates, de mentir tout le temps. Curieusement, il a presque une attitude de gauche de critique de l'idéologie dominante, au moins dans la démarche. Et en face, bien entendu, on est tenté d'expliquer l'élection surprise de Trump par toutes les fake news qu'il a répandues, comme par exemple l'histoire de Pizzagate, la légende selon laquelle un propriétaire d'une chaîne de pizza soutenant les démocrates et Hillary Clinton à l'époque aurait eu des réseaux pédophiles et ce genre de choses. Donc en 2016, on se passionne là-dessus parce que c'est dans le débat américain. C'est pas seulement dans le débat américain, on reprendra les mêmes éléments dans le débat britannique à propos du Brexit, idem en Espagne pour le référendum de Catalogne, et dans une certaine mesure, la même chose va se produire en France au moment de l'élection de Macron, où, disons, les libéraux progressistes, enfin les macronistes, quoi, agiteront beaucoup le spectre d'une interférence russe à travers Internet, ses hackers, ses trolls, et d'opérations de désinformation qui auraient été destinées à le discréditer. Alors, rentrons un petit peu dans un schéma idéologique qui consiste à dire si les gens ou le peuple ne pense pas comme nous, n'adhère pas à nos valeurs de liberté, de progrès, etc., c'est certainement parce qu'il est désinformé et manipulé, notamment à travers les réseaux sociaux. Donc ça, donc du coup, appelons ça la prise de conscience du phénomène lié aux réseaux sociaux, lié aux élections, va produire une avalanche de mots
là aussi, ils vont traverser l'Atlantique, ils vont venir des États-Unis. On a dit c'est une guerre hybride, weaponization of information, l'arsenalisation de l'information. On va écrire toutes sortes de livres également. Et le thème de la démocratie menacée par les fausses nouvelles va devenir extrêmement populaire, va se répandre énormément dans les médias, chez les dirigeants, dans les classes dirigeantes ou dans le bloc élitaire, si vous préférez, d'une manière très importante. Alors, moi je crois plutôt qu'on a beaucoup réagi, mais que la réaction a été assez inutile ou contre-productive. Alors, on a réagi comment ? Des lois. On a adopté en France la loi de 2018 contre l'infox, le néologisme qu'on a créé pour traduire fake news. D'une certaine façon, la loi Avia contre la haine touchait à ça. On a créé toutes sortes d'institutions en France destinées à nous éclairer sur ce péril. Il y a, par exemple, Viginum, qui est un collectif de compétences informatiques de haut niveau pour repérer, en période électorale, s'il y a des attaques de trolls ou de désinformateurs qui viendraient naturellement de Russie ou de Chine, jamais des États-Unis. Et pour repérer par où passe l'information, la retracer. Il y a eu récemment la commission Gérald Bronner, excellent sociologue et épistémologue, mais qui s'appelle significativement les Lumières à l'ère numérique. Comment sauver nous les bons et les vertueux, comment sauver l'héritage de la raison, de la libre débat, des discussions, contre les méchantes attaques sur les réseaux sociaux. Il y a des tas d'ONG qui se mobilisent pour ça, d'organisations intergouvernementales aussi. Il y a des institutions européennes qui se mobilisent comme ça, plus tous les médias qui créent leur rubrique fake news, ou fact-checking, donc il y a des vérificateurs partout pour assurer la différence entre la qualité des médias classiques et ce qui se passerait sur les réseaux sociaux incontrôlés. Il y a énormément de publications, de centres de recherche. Même nous, à l'IRIS, nous avons produit un travail pendant 6 mois sur les fausses nouvelles pendant l'épidémie de Covid, pendant la pandémie. Le nom technique, d'ailleurs, c'est l'infodémie, le virus des fausses informations qui va de pair avec le virus biologique. Donc, il y a eu énormément de réactions, sans oublier le plus important, les GAFAM. Google, Amazon, Facebook, etc. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui ont le véritable pouvoir, le pouvoir technique. On pourrait discuter sur le contrôle démocratique qu'on peut exercer sur ce pouvoir technique. Et surtout, il semble souvent provoquer un effet inverse. C'est-à-dire qu'il renforce énormément de gens dans l'idée que l'information officielle est contrôlée, que les riches et les puissants, alors je sais pas moi, Big Pharma, Big Money, Big Reset, toutes sortes de gens puissants essaient de les contrôler, et ils ont tendance à avoir d'autant plus confiance dans une information qui vient de gens qu'ils pensent être comme eux, même si dans la réalité ce ne sont souvent pas des gens comme eux. Les chercheurs ne s'en sont pas aperçus. Alors oui, d'une certaine façon, pour une raison quasi idéologique, c'est-à-dire que l'expansion d'Internet, disons du Web 1 d'abord, du Web 2 après, a été accompagnée d'un enthousiasme intellectuel chez les chercheurs
qui y voyait un mode d'expression qui permettrait à chacun d'avoir accès à la vérité puisqu'il n'y aurait plus de censure, et B, à chacun de s'exprimer. Donc on pensait que l'intelligence collective allait prédominer. Ça, c'était les idées qui étaient, je dirais, dans l'air du temps. Dans les années 90, Internet c'est sans frontières, les méchants États n'y pourront rien, la vérité va triompher. Cette mentalité, alors il y a eu quelques petits accros quand on a commencé à réaliser, par exemple, qu'il pouvait y avoir une propagande djihadiste extraordinairement efficace sur Internet, 1 et 2, Web 1, Web 2. Et le summum de cette période d'enthousiasme ou d'utopisme a été au moment du printemps arabe, où tout le monde disait ça y est, grâce aux réseaux sociaux et à tous ces jeunes gens sympathiques en t-shirt qui parlent anglais comme nous, les tyrans ne pourront plus rien contrôler, la vérité va se répandre et la démocratie va triompher. Bon, on a vu ce qu'il en a été. Alors, je signale pour la petite histoire qu'il y avait certains intellectuels qui n'y croyaient pas trop, dont nous, l'équipe des médiologues de Régis Debray, qu'on avait fait un numéro de la revue Medium pour contrer un peu ça. Donc il y a eu une sorte d'enthousiasme invraisemblable et la gueule de bois a été dure aux environs de 2016, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire quand on a vu tant de phénomènes politiques importants dont il était tentant d'attribuer la cause à des fausses nouvelles, du conspirationnisme, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des cas différents. Les Gilets jaunes, c'était un véritable mouvement social. Je veux dire, le fait que l'essence augmentait, c'est pas une fake news, hein, ça se voyait à la pompe, voilà. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est largement organisé, sans chef, sans idéologie, sans parti, ce qui était assez nouveau, et en partageant beaucoup sur les réseaux sociaux. Pourquoi sur les réseaux sociaux? Parce que sociologiquement, c'était les gens qui organisaient les anniversaires sur Facebook. Hein. C'était pas des fanats de BFM TV ou des commentateurs du Monde. Donc c'est cette population qui s'est retrouvée sur les carrefours, qui s'est retrouvée à Paris, a beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai moi-même suivi beaucoup de manifestations de Gilets jaunes, et d'ailleurs écrit un livre là-dessus, je suis un excellent éditeur. Alors, il est vrai qu'il s'est produit des phénomènes de foule normale, c'est-à-dire, dans une foule, il y a des rumeurs. En mai 68, les gens croyaient qu'à tel endroit, la police avait tiré ou que les ouvriers de Renault-Billancourt venaient les aider à la Sorbonne. Bon, ça, c'est des rumeurs de foule. Là, avec les Gilets jaunes, c'était... il y a eu des Gilets jaunes belges qui ont été tués, il y a des hélicoptères qui passent au-dessus... Bon, je dirais que c'est logiquement normal, ce genre de phénomène. Évidemment, elles ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et ont entretenu, par rapport à une foule qui était dans un moment de grande méfiance à l'égard des médias officiels. Les gens de BFM TV se faisaient siffler comme complices du pouvoir, complices de Macron. Alors, il faut rendre à la vérité que dans le camp d'en face, il y a eu, enfin dans le camp, disons, gouvernemental ou le parti de l'ordre, il y a eu énormément de fausses nouvelles. Un exemple entre mille, la rapporteuse de la loi de 2018 contre les infox a elle-même répandu une intox en disant qu'un vieux pupé, grosse moustache, qui agitait le bras sur les Champs-Élysées était un nazi qui faisait le salut hitlérien, alors qu'il faisait Ave César en référence à Astérix. Bon. Donc, on a vu ces phénomènes se développer énormément, notamment en France. Et c'est vrai que maintenant, chaque fois qu'il y a, je dirais, une lutte sociale ou un grand événement politique, je pense qu'il ne faut pas le penser dans ce sens-là. Ce ne sont pas des fake news ou des gens diaboliques à Pékin ou Moscou derrière leur ordinateur qui font bouger les mouvements sociaux. C'est parce qu'il y a des mouvements sociaux
et une rupture culturelle idéologique, que à ce moment-là, dans l'agitation des foules et la contre-agitation, se développe une lutte pour la vérité, l'accusation. C'est toujours les mêmes. D'ailleurs, on accusait les gilets jaunes d'être homophobes, d'être antisémites, d'attaquer les hôpitaux, le soin des urgences, alors que c'était des gens qui fuyaient une charge de CRS. Donc on voit le phénomène va se produire toujours et systématiquement. Alors, est-ce qu'il va croître à l'infini ? On serait tenté de répondre oui après ce qu'on a vu au moment de la pandémie. Alors là, si j'ose dire, tous les phénomènes de méfiance envers l'autorité, parce que les fake news ou les théories, appelons-les complotistes, ne marchent que si une partie de la population ne croit pas ce que lui disent les experts, les sachants, les gens de la télé, le gouvernement, l'instituteur, le flic, etc. Donc, cette méfiance, elle se répand, elle prolifère, et c'est sur ce terreau-là que vont s'affronter deux versions de la réalité et des rumeurs plus ou moins fabriquées ou plus ou moins spontanées. Est-ce que ça va... Donc, au moment de l'infodémie, on a tout vu, quoi. Il y a eu des fausses nouvelles sur la cause de l'épidémie, sur les remèdes, sur le nombre de morts, sur ce que faisaient les autorités, sur les solutions adoptées, avec des choses folles. Enfin, les 12 premiers sites de fake news anti-vax aux États-Unis, car la plupart sont aux États-Unis, atteignent des millions de vues presque tous les jours. Là, on a vu au moment de la pandémie chuter le dernier bastion qui est la confiance dans la science. On ne croyait plus ce que nous racontaient tous ces gens qui avaient des titres flamboyants sur l'écran de BFM TV, qui occupaient 80% de l'information. Alors, évidemment, comme ils occupaient 80% du temps de parole, ils se contredisaient souvent. Deux éléments qui me semblent intéressants, c'est d'une part, lors de l'élection de Joe Biden, on annonçait l'apocalypse, c'est-à-dire les médias, disons plutôt de la côte Est, expliquaient que ce qu'on avait vu dans l'élection contre Hillary Clinton allait se reproduire et que des millions de trolls allaient lancer, déstabiliser les foules, truquer l'élection. Quelques mois avant l'élection, le New York Times annonçait avec un sérieux de pape que les services secrets russes allaient soutenir à la fois la candidature de Trump, bien sûr, mais aux primaires démocrates, celle de Bernie Sanders, plutôt considéré comme socialiste là-bas. En France, il serait à sa droite, mais aux États-Unis, il est considéré comme socialiste, en vertu d'une théorie qui est la théorie de la subversion absolue. Ça veut dire quoi ? Que des puissances étrangères cherchent non pas à pousser leurs candidats dans les élections, ou le parti qui défendrait le mieux leurs intérêts, ce qui est une chose qui se fait depuis des siècles. Hein. On a des agents d'influence, on a des partis qu'on favorise, soit en leur envoyant de l'argent, soit en leur envoyant des moyens ou par des relais humains. Mais là, il s'agirait d'une stratégie diabolique des Russes pour soutenir les candidats les plus opposés idéologiquement, de même qu'on les accusait de soutenir indifféremment les suprématistes blancs et les Black Lives Matter, pour le but final de cette espèce de stratégie nihiliste serait de créer le plus grand désordre possible, le plus de conflits et de frictions possible, et de saper la confiance dans la démocratie. Donc, vous voyez, il y a tout un imaginaire
qui se développe. Et bon, finalement, si on a bien vu que dans le clan trumpiste, il y avait des réseaux sur Internet qui pensaient que les élections étaient truquées et qui a abouti aux incidents du Capitole, il y a, en tout cas aux États-Unis, il y avait une grande crainte qu'il y ait des interférences massives venues de Russie ou de Chine, et maintenant la mode, si j'ose dire, intellectuelle, c'est plutôt d'accuser la désinformation chinoise ou le sharp power chinois, leur influence dangereuse, quoi. Et finalement, on n'en voit pas tellement de traces. J'insiste sur pas tellement, parce qu'il est évident que dans toute élection, dans la prochaine élection présidentielle française, il y aura certainement de faux comptes d'électeurs français ou je ne sais quoi, des trolls, des tentatives de piratage qui viendront d'adresses IP sur le territoire russe, probablement sur le territoire chinois, et je vous prends le pari également sur le territoire russe, iranien ou autre. Simplement, je ne pense pas que ces éléments soient réellement déterminants par rapport à l'opinion publique. En tout cas, pour le dire dans l'autre sens et d'une façon plus prudente, je pense que attribuer le pouvoir magique de renverser un processus électoral, les convictions de millions de gens, simplement parce que on a un bâtiment à Saint-Pétersbourg ou à Guangzhou où il y a des centaines de gens qui envoient les mêmes messages toute la journée. C'est du complotisme renversé, si j'ose dire. Et par ailleurs, quand on essaie de mesurer l'effet des fausses nouvelles, on voit que leur capacité de propagation est énorme. Les gens cliquent beaucoup plus vite sur des fausses nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont excitantes et nouvelles et provocantes, ce qui ne veut pas dire que ça crée de la croyance. Pourquoi un message sur Facebook me ferait-il croire un truc invraisemblable, alors que toute la journée, je lis des journaux, ou je regarde des chaînes d'information continues, où je consulte des sites qui me disent, entre guillemets, la vérité. Même si beaucoup des notions qu'on emploie à propos de la guerre hybride, guerre de l'information, post-vérité, etc., même si ces notions sont souvent nées aux États-Unis, je dirais qu'en France, on a, dans les milieux de la réflexion stratégique, le sujet était dans l'air du temps depuis longtemps. Hein. Bon, avoir moi-même participé à plusieurs groupes de recherche en relation avec l'armée, je peux vous dire que ça n'a pas été une découverte pour nos militaires chez qui il y a souvent des intellectuels de très bon niveau. Hein. Donc ces idées-là étaient là. En plus, en France, nous avons en quelque sorte été préparés par notre tradition. Nous sommes la lutte idéologique, nous sommes le peuple des droits de l'homme qui répand la vérité sur la terre. Nous sommes aussi un peuple enfin une nation en tout cas, qui veut exercer son rayonnement, son influence culturelle. Donc toutes ces notions d'influence, de pouvoir des médias étrangers, etc., elles ont été assez bien reçues. Il y a eu plein d'études et de recherches en ce sens-là. Alors, elles sont particulièrement encouragées sous l'actuelle présidence, même si on a eu bien avant. Je dirais que les militaires français réfléchissent sur l'influence depuis l'Algérie à peu près, hein, et on y travaille également dans l'université, dans la recherche depuis longtemps. Il y a eu un facteur qui a amené une mobilisation de l'actuel pouvoir autour de ces thèmes, c'est ce qu'on appelait les Macron Leaks pendant la précédente élection présidentielle, c'est-à-dire le fait que des hackers, des pirates, aient pénétré dans le réseau de La République en marche et publié ces contenus. À mon avis, c'est une panique pour pas grand-chose, parce que ces contenus étaient
à peu près innocents, quoi. C'était les gens qui échangeaient des mails dans les bureaux, un gars qui draguait une fille, tu viens prendre un café, ou qui donnaient leur opinion sur le dernier discours du chef, c'était pas très excitant, quoi. Et d'autre part, ces informations, très peu de gens y ont eu accès avant le jour du vote. D'abord pour des raisons légales, on n'a pas le droit de publier des informations dans le dernier week-end avant l'élection, et par ailleurs il fallait les chercher, c'était un peu sophistiqué sur 4chan, où elles ont été publiées par Wikileaks, voilà, qui n'est pas une organisation d'extrême droite. Donc il y a eu ce mythe, quoi, des background checks qui n'ont eu aucun effet politique, mais qui ont considérablement, je dirais, mobilisé le pouvoir autour de ces éléments. Qu'est-ce qu'on peut faire en France ? On fait ce que font les autres, quoi. On a des ONG, des centres de recherche, on fait des rapports que personne ne lit, mais c'est pas grave. Les médias français se sont tous mis au fact-checking, hein, à la vérification, y compris en direct pendant les émissions de la présidentielle. Donc il y a eu une grosse mobilisation. Et même du côté de l'éducation nationale, il y a eu des initiatives intéressantes. Le Clémy, en particulier, ça veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire. Le Clémy a depuis des années créé des cours, des formations de sensibilisation aux médias classiques et maintenant aux réseaux sociaux pour lutter contre le complotisme, les théories délirantes, enseigner l'esprit critique et tout un tas de choses absolument excellentes qu'il faut encourager. Un des problèmes étant, donc, la France n'est pas la plus nulle dans ce domaine, ou la moins consciente du phénomène. D'ailleurs, il suffit de regarder la presse pour voir que il y en a une rubrique quotidienne, hein, quasiment. On en parle tous les jours. Le problème, il est plutôt que réfuter de fausses informations qui se passent, j'allais dire, de pair à pair, de copain à copain, de pote à pote, entre des gens qui se font confiance et qui font pas confiance aux profs, aux députés, aux journalistes, c'est une tâche qui prend un temps et un effort monstrueux. Hein. Je ne sais plus comment on appelle ça, c'est la loi de Brandolini, le temps nécessaire pour diffuser une connerie est infiniment inférieur au temps nécessaire à la réfuter. Est-ce qu'il y a c'est la théorie dite de la post-vérité, hein, qui a eu un certain succès depuis 2007, comme par hasard, ou environ, et venant des États-Unis comme par hasard. La post-vérité. Alors moi, je ne sais pas s'il y a eu une ère de la vérité, quoi. Hein, je ne sais pas s'il y a eu une époque dans l'histoire de l'humanité où il n'y avait pas de rumeurs sur la sexualité de Périclès ou sur celle de Marie-Antoinette, ou plus récemment, je me souviens qu'il y avait des rumeurs abominables sur puisque restons dans la sexualité, sur la sexualité de Balladur, par exemple. Bon, à mon avis, le pauvre, bon. Mais, donc, tout ça existe. Bon. Il y a également des techniques pour déstabiliser une personne en répandant les pires rumeurs sur lui. Hein, ses liens avec des financiers, là encore sa sexualité, on tombe toujours un peu sur les mêmes sujets obsessifs, à la fois parce que... Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau non plus. Au début du XXe siècle, il y avait des sortes de journaux à chantage, des journaux qu'on pouvait acheter pour déstabiliser son concurrent en disant qu'il avait piqué dans la caisse ou que sais-je. Donc ça c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. On pourrait prendre des exemples très récents. Alors, ce qui se passe, c'est que puis les rumeurs crapuleuses, il y en a peut-être même dans les bureaux. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène naturel qui a évidemment été monstrueusement amplifié
par les réseaux sociaux. Autrefois, si je voulais apprendre une rumeur bien croustillante sur le président de la République, il fallait que j'aille dans un dîner en ville, où les gens prenaient un air entendu pour dire ça. Maintenant, en 40 secondes, je vous en trouve sur Facebook ou sur Twitter. Alors, c'est vrai qu'il y a un autre phénomène qui est important, c'est que dès qu'une fausse information, une information diffamatoire ou autre sort, la contre-attaque s'organise immédiatement. Soit parce que c'est la cellule de riposte de l'Élysée ou d'un parti, soit parce que ce sont les médias, soit simplement parce que c'est très gratifiant pour un internaute de ne pas être dupe. Quand je trouve une fake news ou une photo truquée, mon ego est très flatté de raconter comme je suis malin et comme je l'ai trouvé. Donc, la durée de vie d'une fake news, disons d'une photo truquée par exemple, parce qu'il y a des logiciels fantastiques pour repérer ça, cette durée de vie est extraordinairement courte. Mais on en revient à la course qui s'accélère. Entre le temps où elle est réfutée et le temps où elle a atteint un public immense, il se passe très peu de temps, avec ce phénomène qui est quand même fondamental dans la réaction aux fake news, c'est que on n'y croit pas forcément. C'est pas mécanique, c'est pas toute personne voyant sur son écran une fake news, bang, n'est pas décidée à voter pour machin ou ne pense pas qu'un tel est une crapule automatiquement, mais il y a toujours le côté c'est excitant, c'est flatteur d'être au courant de ça, on ne sait pas, il n'y a pas de fumée sans feu, vous me direz pas que, on nous cache tout, on ne nous dit rien. Donc tous ces phénomènes vont se développer, faire que s'il n'y a pas forcément une croyance, une adhésion, il y a toujours une suspicion, disons. C'est une cible un peu facile, quoi, hein, voilà, d'accuser la naïveté, des jeunes. Je ne sais pas si dans ma génération on croyait plus de choses vraies que dans l'actuelle génération. Alors, en revanche, ce qui change, c'est évidemment le taux d'exposition des jeunes générations à ce genre d'informations et le fait que statistiquement ils sont bien moins exposés aux livres, vous savez, ces trucs qu'on lisait dans ma génération, des lignes sur du papier, ou aux médias classiques, hein, voilà. Donc en France il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène alors sociologique long qui est là, une montée monstrueuse au fil des années de la défiance de tout le monde à l'égard des médias, mais aussi des politiques, etc. Et une baisse non moins spectaculaire de consommation des médias classiques par les jeunes, parce que le réseau social, l'échange, la socialité avec les copains, les potes, etc., fait partie. Voilà, c'est un phénomène jeune. J'ai probablement été comme ça quand j'étais jeune, mais c'était il y a très longtemps. Donc, non, c'est pas la faute des jeunes, c'est pas la faute des vieux non plus d'ailleurs. C'est en partie, s'il fallait trouver une faute, ce serait celle de la technologie. La technologie nous façonne. Hein. Il y a une graphosphère, un monde où les gens étaient façonnés par le livre, la circulation des idées par le livre, et puis ça a été par l'image, par les écrans. Voilà, c'est un nouveau mode de circulation. Il me semble que c'est aussi le travail de l'école que d'apprendre l'esprit critique, le bon usage de l'image ou des réseaux sociaux. Alors, il y a des initiatives dans ce domaine-là. La bonne information, elle est disponible. Allez sur Internet, justement, et rechercher des petites vidéos faites par des jeunes gars dynamiques, en général barbus et sans cravate, qui expliquent les ressorts de la rhétorique, de la désinformation, un mot savant, la zététique, l'heuristique, etc. Qui analysent les mécanismes du faux. Il y a
sans aller chercher un livre. Il y a énormément de très bonnes documentations, de très bonnes analyses, je ne vais pas citer de nom pour faire de publicité, mais sur les réseaux sociaux, il y a des très bonnes analyses qui sortent très très vite d'une émission, voilà, des procédés qui ont été employés, etc. Alors, elles atteignent pas mal de gens finalement. Le premier, il est aussi quantitatif, hein, voilà. Ces discours développant l'esprit critique ou de mise en garde ou d'analyse sont noyés dans des flots, dans des flots d'informations fausses ou douteuses. Et je dirais que la séduction du vrai, c'est quoi? C'est le fait de se dire je suis dans la raison, je ne me fais pas avoir, je me méfie de ceux qui me manipulent, et parfois plus faible que, je dirais, l'excitation de partager l'information sensationnelle. Et surtout, quand on est jeune, l'information sensationnelle, c'est l'information que vous avez et que le prof ou papa-maman n'ont pas, ou qui ne croient pas. Donc ça aussi, c'est un facteur. Pourquoi acheter mon livre? Parce que c'est pas un livre qui vous apprendra où est la vérité ou comment trouver la vérité, mais c'est un livre qui peut aider à comprendre les mécanismes de l'erreur, du mensonge, ces réseaux, et qui peuvent nous apprendre à nous méfier des puissances du faux.